Parce qu'on va basculer sur Allemagne-Algérie et si vous nous suivez régulièrement, Kader Abderrahim sera là dans quelques minutes pour nous parler de cette rencontre. Il est professeur à Sciences Po et il pourra nous éclairer sur cette rencontre qui arrive. Mais Olivier Le Foll, qui est avec l'équipe de France ce matin, midi et soir. Olivier, dans les conversations que vous avez avec les joueurs, est-ce qu'il y a déjà une tendance qui se met en place? Est-ce que par exemple les joueurs de l'équipe de France aimeraient rencontrer l'Algérie? Officiellement, il n'y a aucun discours en ce sens. Vous savez, la règle instaurée par Didier Deschamps, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Déjà, quand on a eu Bakary Sagna et Morgan Schneiderlin qui avaient expliqué qu'il fallait viser le trophée, on a eu un petit recadrage, entre guillemets, avec le sélectionneur qui expliquait que ça ne servait strictement à rien et que ça n'avait pas de sens de se projeter au-delà du prochain match. Donc, pas question de donner un adversaire préférentiel. Les joueurs, ce soir, ils ne parlent que de fierté. Blaise Matuidi qui a déclaré il y a quelques minutes en conférence de presse que finalement cette Coupe du Monde c'était un peu comme le Tour de France, qu'il fallait procéder étape par étape et que là l'équipe de France avait franchi une étape supplémentaire et c'était tout. Maintenant évidemment que les joueurs de l'équipe de France vont être très attentifs aux résultats de ce soir pour plusieurs raisons, parce que affronter l'Allemagne c'est toujours un petit peu particulier et l'Algérie encore plus, donc évidemment on aura le temps d'en parler demain quand on retrouvera les joueurs de l'équipe de France une fois qu'on aura eu le résultat. Merci Olivier Le Foll. Donc cette rencontre qui arrive entre l'Allemagne et l'Algérie, on va commencer à en parler. Ça va passionner évidemment les supporters français d'origine algérienne qui peut-être ce soir seront en masse devant leur écran. D'ailleurs, évidemment, ils seront en masse devant leur écran. Et du côté de l'Algérie également, puisqu'il y a 40 millions d'habitants, il y aura peut-être 40 millions de gens qui vont regarder ce soir en Algérie. J'ai juste les supporters français d'origine algérienne, finalement, ils peuvent gagner deux fois. Ils peuvent gagner avec l'équipe de France, qui l'a remporté, puis ils peuvent gagner avec l'Algérie dans quelques minutes contre l'Allemagne, même si... la double nationalité, au moins pour le foot. Au moins pour le foot, ça fait deux équipes, effectivement, à supporter. François, on va parler de cette rencontre qui, a priori, paraît un poil déséquilibrée. Alors, on va commencer par les compositions d'équipe, parce qu'elles sont officielles, avec des surprises du côté de l'Algérie. On va commencer d'ailleurs par les compositions de l'équipe de Vaïd Halilovic. Avec vous, Alain, on peut commenter, parce qu'effectivement, par rapport à l'équipe qui s'est qualifiée en faisant match nul face à la Russie, il y a pas mal de changements. Oui, parce qu'il y avait Djabou qui avait été très bon sur le côté gauche et il a été remplacé par Soudani. La scène qui rentre au détriment... maintenant, c'est Brahimi Kadon, qui sort au détriment de la scène. Brahimi qui avait été très bon. Taider qui ne joue pas, qui joue ce soir. Fighoulou bien sûr est toujours là. Mostefa qui rentre. Souvenez-vous qui avait été très bon, c'est Medjani qui avait été bon dans la défense. Il ne joue pas non plus ce soir. Belkalem qui n'avait pas été bon reste. Et c'est Mesbah qui jouait côté gauche et c'est Goulam qui rentre. Alors, il y a eu 4 changements. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Vaïd? En tout cas, Bouguera, à mon avis, ne doit pas jouer parce qu'il il est toujours blessé, peut-être. Mais alors, le reste, c'est vraiment une composition. Mais surtout, Brahimi avait été plutôt bon, d'ailleurs, contre la Russie. Je pensais vraiment qu'il allait remettre la même équipe. Mais surtout Medjani. Analyse de Jean-Luc Haribard. On va saluer pendant quelques instants notre camarade Alain Roche, qui va laisser sa place pendant que Jean-Luc est en train de commenter. Mais tout de suite. Et il va revenir, l'ami Alain Roche, notamment entre 23h50 et minuit 25. Et on va saluer, pendant que vous commentez justement cette composition d'équipe, on va saluer Kader Abderrahim dans une poignée de secondes. Allez-y Jean-Luc. Allez-y Jean-Luc. Non, je suis comme Alain, très surpris de la composition d'équipe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Medjani. Est-ce qu'il s'est blessé à l'entraînement? Est-ce qu'il avait une suspension? Je ne crois pas. Non. Donc je suis très étonné qu'il soit absent, parce que pour moi c'était l'âme de l'équipe au milieu de terrain, au cœur du jeu, avec sa volonté de... Le Philippe Lam de l'équipe, vous pouvez dire. Le Philippe Lam de l'équipe, oui, même sinon Lam, je préférais le voir arrière droit. Oui, mais d'accord. L'équipe d'Allemagne. Excusez-moi de vous avoir... Chadjou qui sort aussi, que j'avais trouvé très intéressant sur le côté gauche. Il avait bien animé, notamment la deuxième mi-temps l'autre jour. Rentrée de Soudani qui avait été l'avant-centre du premier match et qui n'avait pas été très bon, remplacé par Slimani dès le deuxième match.
On salue donc l'arrivée sur ce plateau de Kader Abderrahim. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Et si vous nous suivez sur iTélé, eh bien vous avez sans doute déjà entendu Kader qui est venu après le match de l'Algérie contre la Russie l'autre soir. On citait à l'instant un tweet assez intéressant que je vais vous reciter de Redjam. La binationalité est une chance. Allez l'Algérie, merci les Bleus. 20h foot en route pour l'écart. Ce soir, au-delà du match dont on va parler bien évidemment, il y a un climat forcément différent depuis Algérie et Russie. On l'a bien vu, il y a de la récupération politique et les hommes politiques se sont, en tout cas, ont commenté, et je ne ferai pas de commentaire moi-même sur les paroles qui ont été dites. On sent bien qu'au-delà du match de l'Algérie ce soir, le match du football, il y a un enjeu sociétal, j'ai envie de dire, avec les Fennecs qui vont jouer tout à l'heure. Oui, moi je suis très frappé par le débat depuis quelques jours, qui est parfois extrêmement violent, par la récupération, par la désinformation. On a quand même dit des choses qui étaient absolument fausses, par exemple, qui sont inquiétantes. Qu'est-ce que vous trouvez ? Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, mais les manipulations de l'extrême droite sur les photos des Champs-Élysées noirs de monde, notamment après la victoire de l'Algérie contre la Corée du Sud, alors que c'était faux. Et puis une autre photo montrant la victoire de la France et puis des Champs-Élysées déserts. Alors ça, c'est de la manipulation. Alors qu'il y a du monde là sur les Champs-Élysées ce soir, et on l'a montré il y a quelques instants. Oui, et puis je suis très frappé aussi par la tournure que prend ce débat sur un terrain politicien, alors que c'est des enjeux sociétaux qui sont extrêmement importants, qui vont bien au-delà du football. Et c'est pas simple. On ne peut pas le réduire à la question de la double nationalité. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce débat a été posé en ces termes-là par l'extrême droite, par Marine Le Pen, pour ne pas la citer, et repris dans les mêmes termes par les médias, notamment avec le sondage du Point que finalement il a retiré. Qui n'est pas un sondage d'ailleurs, qui était une question posée. C'est pas un sondage. Soyons précis, c'est vrai. Oui, c'est pas du tout. C'est une question internet, comme il en existe plein ou beaucoup sur les sites internet aujourd'hui, où on pose aux gens. Et que finalement la direction de l'hebdomadaire a décidé de retirer. Et puis par la question du Figaro ce matin, du directeur du journal, qui interpelle directement le recteur de la mosquée de Paris en demandant ce qu'il pense de la binationalité. Enfin, c'est quand même surréaliste. Quelle est la compétence du recteur de la mosquée de Paris pour parler de sujets aussi complexes sur le plan juridique notamment, alors qu'il y a des enjeux sociétaux qui vont bien au-delà de cette question du football. Et je suis extrêmement frappé aussi, mais peut-être que c'est positif, peut-être qu'il y a un peu d'Algérie dans la France et qu'il est temps de l'accepter. Bon. On rappelle aussi que, un mot, on en a parlé sur iTélé, que le maire de Nice, M. Christian Estrosi, a interdit l'utilisation ostentatoire de drapeaux étrangers dans sa ville. Voilà. Mais les drapeaux français sont autorisés. Oui, puisque ce sont les drapeaux étrangers. C'est hallucinant. Non mais c'est hallucinant. C'est une réforme vraiment très... Quelle est votre position d'ailleurs à Loudiara là-dessus On aimerait parler que de football, forcément, et on sent bien que Algérie-Allemagne, et s'il y avait un Algérie-France, surtout la perspective d'un France-Algérie. Voilà, forcément un Algérie-France ou un France-Algérie, on ne parlerait pas forcément football. Quel est votre sentiment ? Moi, j'espère que ça restera, si ça devait se produire comme ça, que ça restera une fête, parce qu'on ne peut pas nier la communauté algérienne en France. Et quand je regarde cette équipe d'Algérie aussi, il y a les 3/4 qui ont été formés en France. Qui ont nés en France et qui ont joué aussi dans l'équipe de France de jeunes. C'est pour ça que je ne suis pas surpris du niveau de l'équipe d'Algérie aujourd'hui. Après, c'est vrai que tous ces débats autour de la binationalité sont ridicules. Christian Estrosi, sa position vous choque ? Ah oui, non, mais on va où, quoi ? On va où ? Alors là, je ne vais pas parler de football, donc les propos que je vais tenir n'engagent évidemment que moi. Mais il y a, d'un côté, je trouve qu'on parle trop des prises de position du Front National. Et d'un côté, il y a la droite plus classique, dont certains éléments cherchent clairement à draguer cet électorat. Je veux dire, la réaction d'un Christian Estrosi dans ce dossier, c'est purement scandaleux. C'est-à-dire que t'as plus pas... En fait, si demain, ce soir, il y a un mec qui se balade avec un drapeau brésilien ou un drapeau nigérian, il n'aura pas le droit non plus. Ou alors c'est juste le drapeau algérien qui est ridicule. Non, mais ça aurait été plus franc de dire on interdit le drapeau algérien. Au moins, ça aurait été clair pour tout le monde. Kader Abderrahim, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes à l'IRIS également. Il est clair que ce soir, au-delà du match, chacun regardera s'il y a ou non débordement après le match, s'il y a ou non casseur après le match, s'il y a ou non voiture brûlée après le match, parce que c'était une partie du débat après la rencontre contre la Russie.
Oui, mais là, il faut être clair. On ne peut pas accepter ni les violences ni les débordements. Mais il faut également rappeler que ce n'est pas à l'occasion de du match nul d'ailleurs contre la Russie qu'il y a eu des excès, des débordements et des violences. Des voitures brûlées, malheureusement, il y en a toute l'année dans l'Hexagone. Donc je crois qu'il ne faut pas se saisir de ce prétexte pour introduire un débat fallacieux. Moi, je voudrais juste retenir quelque chose. Je suis d'accord avec vous, parce que je suis d'accord avec ce que vous dites depuis le début. Après, il faut aussi être objectif et pas non plus tomber dans l'angélisme. Ça a quand même été un peu chaud. Moi, j'ai des amis qui sont juste dans la police, qui travaillent, qui m'ont envoyé des SMS à 4h du matin et qui étaient débordés de partout. Donc, il faut pas non plus... Il n'y a ni angélisme ni ambiguïté dans mes propos. J'ai dit qu'il fallait les condamner. Mais il ne faut pas nier l'évidence non plus. Il fallait les condamner. Il ne faut pas dire ça s'est bien passé, c'était une formidable fête. Il y a eu de tout. Il y a eu 75 interpellations, ce qui est un chiffre qui n'est pas non plus 75 interpellations en France. Ça existait, hein. Je ne fais pas de commentaires sur ce chiffre, mais vous conviendrez que ça restait circonscrit. Oui, non, c'est évidemment que c'est condamnable, c'est inacceptable. Enfin, on peut faire de la surenchère et tous les superlatifs pour condamner tout cela. Et je pense que la justice fera son travail, hein, si il doit y avoir des gens traduits devant la justice. Moi, je voudrais juste, pour finir ma phrase, retenir ce qu'a dit le président Noël Le Graët hier au Brésil, qui souhaitait un match France-Algérie. Vous le souhaitez, vous ? Sportivement, on a déjà posé la question la semaine dernière. Oui, évidemment, je trouve que ce serait une belle... Non, il préférerait que ce soit l'Allemagne. je souhaite vraiment que ça peut être une belle confrontation, évidemment, sportivement. Non, mais ma question, vous l'avez compris. Oui, évidemment. Alors, on verra le moment venu. On verra le moment venu comment les choses se passent ce soir. Et sportivement, en tout cas, je pense que ça peut être une belle confrontation parce qu'on aura beaucoup de Français dans les deux camps sur le terrain. Est-ce que vous croyez sincèrement... Et le président de Grec, pour finir, est quand même assez malicieux parce que je crois qu'il craint plus l'Allemagne que l'Algérie. C'est pour ça qu'il souhaite une confrontation France-Algérie. Est-ce que vous croyez sincèrement que les forces de l'ordre en France partagent votre opinion ? Mais c'est pas à nous de décider, ou c'est pas à la police de décider, c'est sur le terrain que ça se passera. C'est pas nous. On est tous bien d'accord là-dessus. Cela dit, Kader, si jamais on affronte l'Algérie en quart, ça veut dire qu'ils ont sorti l'Allemagne, et là, du coup, on les verra peut-être un peu plus inquiétants que maintenant. Bon, recentrons sur le football. Recentrons sur le football, mais c'était important parce que le football n'évolue pas en dehors, évidemment, de la société, et on est forcément extrêmement attentif. C'est bien normal, absolument. Vous en conviendrez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau pour témoigner également de cette réalité. La presse en Algérie. Oui. Avec évidemment la une à chaque fois sur ce match. Ce match forçait l'histoire, dit l'expression. Et on revient sur le fameux match dont on va reparler, 1982, la Coupe du Monde 81, et le match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. On va y revenir. On va d'abord voir les unes des journaux avec le quotidien, le soir et le buteur. Tout à gagner, rien à perdre pour l'équipe d'Algérie. Tout à gagner, même une et même titre pour le soir. Et le buteur, refaites-leur le coup. C'est vrai qu'on s'en souvient, en 1982, il y avait une victoire de l'Algérie en phase de poule 2-1 face à l'Allemagne. Et ensuite, il y a eu un Allemagne-Autriche et l'Allemagne avait besoin de s'imposer 1-0. Et il y a eu 1-0 dans un match où ils n'ont plus joué après. Clément, c'est d'ailleurs pour ça, depuis que le troisième match des phases de poule, les matchs ont même pas le groupe de l'Algérie en 82. Si on... Vous voulez qu'on le voit avant de demander à Clément Perrault, le groupe de l'Algérie en 1982 justement pour mettre les... On le fera. Comment beaucoup. J'avais un an. Voilà, il y avait eu 1-0 pour l'Allemagne face à l'Autriche. Ils avaient marqué très vite et après, ils s'étaient passé le ballon. C'était pour qualifier et ensuite ils ont arrêté. Ils auraient pu en mettre 15 ils ont pas mis. Ouais, je me souviens. Alors, Clément Perrault. Là, dans les stats, les passes, il y en avait eu. Clément Perrault, notre correspondant en Allemagne, nous rafraîchit la mémoire. Cette rencontre face à l'Algérie ravive pour les Allemands un souvenir très douloureux, celui du fameux match de la honte. C'était en 1982 lors de la Coupe du Monde en Espagne. L'Allemagne affrontait l'Autriche en dernier match des phases de poule et les deux équipes se sont arrangées pour que l'Allemagne s'impose 1-0 parce que ce résultat les qualifiait. Et pendant 80 minutes, on a vu les deux équipes faire tourner la balle en milieu de terrain sans chercher à marquer. Ce résultat a provoqué l'élimination de l'Algérie qui a été absolument furieuse bien sûr contre cet arrangement
arrangements. Ça avait été un épisode tout à fait surréaliste. Par exemple, ici, le commentateur allemand avait cessé de commenter le match en signe de protestation. Dans les tribunes en Espagne, des spectateurs avaient agité des mouchoirs blancs, d'autres même avaient brûlé des drapeaux allemands. Ça reste un souvenir en forme de cicatrice pour les Allemands. Cet épisode, ça avait durablement entaché l'image de la Mannschaft. Alors le match de ce soir peut donner, 32 ans après, l'occasion aux Allemands de tourner la page par rapport aux Algériens. Feder Abderrahim, est-ce que les Algériens pensent encore et toujours à ce match? Est-ce qu'ils y penseront ce soir? Vous savez, c'est comme les vieilles histoires qu'on se raconte le soir à la veillée. Donc celle-là, elle se transmet depuis plus de 30 ans. Et je pense qu'ils l'ont tous en tête, peut-être un peu trop. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas coach et je ne suis pas du tout préparateur. Il n'y a aucun joueur qui était né, je crois, dans l'équipe algérienne en 1982. Arrêtez, ça me fait peur. Est-ce que ça va les booster? Ce que vous me dites, ça me fait peur. Ça vieillit. Vous vous souvenez de ce match-là? Son histoire. Vous vous souvenez? Son histoire est très puissante. Et est-ce qu'ils ont été imprégnés de cette histoire au point de se transcender, ou est-ce que ça va complètement les paralyser sur le terrain? Ça, c'est ce qu'on va voir. Tu sais que je m'en souviens d'autant mieux que le joueur algérien qui a marqué le but de la victoire, c'est Salah Assad, et que c'est le premier grand reportage que j'ai fait à mes débuts comme journaliste à Mulhouse. J'avais même dormi chez lui parce qu'il y avait le congrès national de la CGT, il n'y avait plus une chambre d'hôtel dans toute la région. Et à l'époque, il avait des versets du Coran sur le tableau de bord de sa Mercedes. C'était un mariage arrangé. Il avait rencontré sa femme le jour du mariage. Et on était en 83. Donc c'était quelque chose de totalement surréaliste à l'époque. Et je me souviens qu'on avait parlé un petit peu football pour faire le papier et beaucoup religion. Après, bon, il a eu d'autres soucis, Salah, mais c'est un joueur magnifique. Et le paradoxe, c'est que cette équipe d'Algérie de 82 avec Daleb, avec Belloumi, avec Madjer, elle est peut-être supérieure à l'équipe d'Algérie d'aujourd'hui. Très nettement, il y avait une génération algérienne à l'époque. C'est des joueurs qui enchantaient la Ligue 1. Aujourd'hui, il y a quelques joueurs algériens en Ligue 1. On ne peut pas dire qu'ils l'enchantent. Daleb, il fait partie des joueurs historiques du PSG. Et Kader, c'est une équipe d'Algérie. Alors que l'équipe qui va jouer ce soir est une équipe qui a peu joué en Algérie, voire pas joué en Algérie. Finalement, qui entraînait l'équipe à cette époque-là, Khalef. Makhloufi et Khalef. Khalef était l'adjoint, absolument, en 82. Combien de joueurs aujourd'hui dans cette équipe sont nés en France? Je sais plus, on a donné. Je crois que c'est 16 ou 17. 17 sur 23. 16 sur 23. Et les Algériens, comment vivent-ils le fait que les gens qui les représentent sont nés en France, sont nés à Levallois-Perret, sont nés à Lyon, plus qu'à Alger? Écoutez, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'on a intériorisé la question de l'immigration qui est une réalité sociale et économique. Donc même si il y a eu pendant toute la période post-indépendance un discours comme ça idéologique sur la souveraineté nationale, le drapeau, le passeport, etc. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup redescendu sur terre parce que la réalité, elle nous a rattrapés. Et la réalité de cette économie et des richesses qui peuvent être produites ou des échanges, c'est souvent avec la France. Imaginez que le 3/4 du trafic aérien de la Compagnie nationale Air Algérie, il se fait avec la France. Les 3/4, c'est unique au monde. Il n'y a pas un pays au monde où la relation, il y en a deux, pardon. Et une relation aussi particulière, aussi forte, aussi exclusive, c'est l'Algérie et Israël pour des raisons très différentes. Le ramadan a commencé depuis 3 jours. J'ai cru comprendre dans un article qu'ils ne le faisaient pas. Oui, ils ont une dispense, une fatwa qui a été absolument par le ministère des Affaires religieuses. On parle de l'Allemagne ? Un petit peu avec la composition des Allemands. Elle a tout de suite beaucoup de plaisir. Moins de surprise que pour la composition de Vaïd Ali. On ne regrette pas sa soirée, on se le boit, on se bourre de bière et de quiche et on vous. Il y a juste un changement, c'est Hummels qui n'est pas là, c'est le patron de la défense. C'est Moustafi qui jouera, le joueur de la Sampdoria de Gênes. Sinon, c'est la composition habituelle avec Götze, Müller, Özil. On rappelle aussi que Podolski est forfait. Donc voilà. Ah oui, avec Thomas Müller. C'est pour ça que Götze joue. Qui a marqué 4 buts. Quelques joueurs de ballon, notamment le dénommé. Qui vous n'aimez pas en fait, c'est juste le positionnement de l'âme au milieu. Oui, je trouve que... il ne le met pas arrière latéral. Voilà. Et c'est curieux. À droite, c'est un des meilleurs au monde. Ouais. Au milieu de terrain, je trouve que l'Allemagne perd de puissance. Et puis surtout que si elle enlève Khedira... C'est Guardiola qui l'a mis la première fois l'âme au milieu. Khedira, il est beaucoup trop juste. Khedira, il a repris je crois une dizaine de jours en finale de la Ligue des Champions. Il avait été catastrophique en finale de la Ligue des Champions. Il peut recentrer Schweinsteiger et mettre par exemple. Il a des solutions. Un petit peu offensif. Et surtout qu'à droite, il y a Moustafi qui avait été rappelé suite au forfait de Reus. Oui, non mais l'âme est tellement bon à droite. Jérôme Boateng est pas un arrière droit. Voilà, même Evedes qui est arrière-gauche, c'est pas dans son Quand on voit les deux écuries,
Alou Diarra, entre une écurie qui arrive du Bayern de Munich et des plus grands clubs du monde et l'écurie algérienne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences individuelles. 7 joueurs du Bayern. 7 joueurs du Bayern. 7 joueurs du Bayern, quelques joueurs de Dortmund. Disons que oui, sur le papier, l'Allemagne est clairement favorite. Oui. Maintenant, je vous dis, l'Algérie bénéficie aussi de ces joueurs qui ont été formés en France et qui sont d'un très bon niveau. Je pense à Fegouli, Brahimi, Medjani. Voilà, ça fait partie des joueurs confirmés en Ligue 1. L'Algérie peut-elle... Je ne suis pas fan de la charnière centrale, Boateng-Mertesacker. Enfin, je ne suis pas fan de Non, mais vous n'aimez pas Mertesacker depuis le départ. Hummels, c'était vraiment le patron de l'équipe derrière. Hummels, il a fait un gros mondial. Pourquoi vous ne l'aimez pas, Mertesacker? Je trouve grand, raide, lent. Ah, il est grand. Mais c'est physique. Non, mais il est quand même... Je dirais... Un jour Arsène. Non, et puis je veux dire pourquoi je l'aime. Et pourquoi je l'aime pas aussi? Parce que souvent, je l'ai vu en première ligne, aller engueuler des coéquipiers alors qu'il ferait mieux de s'occuper de lui et de ses déficiences. Ça, pour dénoncer les joueurs allemands, il y a du monde. Hein. Il a une relance exceptionnelle. C'est sûrement un des meilleurs relanceurs. Mais non, Alou, l'appel au il a une bonne relance, oui, mais bon. Très bonne relance. Écoutez les techniciens. Il y a surtout un jeu de tête. J'en bénéficie aussi de l'apport de Kolseni. Heureusement qu'il a un jeu de tête, il fait 3,12 m. Mais m'engueule pas. Non, mais vous ne l'aimez pas. Et quand vous avez votre tête, c'est quand même un joueur intelligent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils viennent d'où ces yeux bleus? Mertesacker, je trouve qu'il n'a pas des grandes qualités de vitesse. Alou Diarra. Il n'est pas très fort dans les duels, mais il a une intelligence et une très bonne relance. Il est très bien placé. Slimani et Fegouli peuvent l'amuser un peu. Il a un bon jeu de tête aussi. Ce que vous nous dites, c'est que si la France affronte l'Allemagne, si Benzema a envie, signe parce que la défense centrale n'est pas terrible, c'est ça. Tu vas nous ressortir Giroud, mais t'es un malade. Je crois que Giroud, là, si on... Giroud, il connaît bien Mertesacker, il joue dans le même club. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Le pronostic de Nelly. Alors, qui est Nelly? Ah bah ça c'est pour Pierre parce qu'il adore les animaux. Un animal à la con. Et voilà, mais c'est pas un animal à la con, c'est un éléphant. Une éléphante plus précisément. Il se trompe rarement. C'est bientôt l'heure. 2 buts dans les cages algériennes, ce qui veut dire que ça doit faire 2-0. J'imagine que ça veut dire ça. Elle a marqué 2 fois, elle a tapé 2 fois. Voilà. Et son dresseur est allemand, il est 2-0 pour l'Allemagne contre... Non mais c'est visiblement 2-0 pour l'Allemagne 2-0 contre l'Algérie. Ah ouais, 2-0. Voilà, c'est ce que ça signifierait. Alors, elle cadre. Elle est plus à droite que Mertesacker. On va faire les pronos, mais on va faire les pronos, mais vous allez les faire à la manière du bossu. Jingle. Je suis emmerdé là. Dis-moi, bossu, viens me voir. Bossu. Ah, ça y est. Vous avez raison de rester. Je tiens à dire que c'est une adaptation un peu nouvelle. Alors t'as Gollum qui est pratiquement la même chose, mais la Gollum, il faut mettre le t-shirt comme ça, c'est my precious, my precious. Excusez-moi, je peux comprendre que vous êtes un universitaire Ça des fait pros. peur. Mais Ça fait peur. Mon Dieu, là, on n'en peut plus. Alors, le bossu qui a enchanté, notre jeunesse, c'était Jean Marais. Jean Marais et François Chaumette qui jouait. Voilà. Et Bourvil. Et horaire. Non, il n'y avait pas Bourvil. Non, il n'y a pas Bourvil dans le bossu. C'est dans les Trois Mousquetaires, il jouait Planchet. Bravo. Exactement. Pronostic. 30 secondes. Parlez librement et sans haine. Pronostic, vite, on a juste 3-0 pour l'Allemagne. 3-0. Kader. 2-1. François. Pour l'Allemagne. Ah, pour qui Il écoute. Bah oui, j'écoute. Je fais que ça. Non, mais vite, il nous reste 10 secondes. Non, pour l'Algérie. Pour l'Algérie, François. Pour l'Allemagne. 2-1, Bruno. Je suis tiraillé entre mon envie et puis la réalité. Je dirais 2-0 pour l'Allemagne. 2-0 pour l'Allemagne. Oui, pareil, 2-0. Pareil, Alou. Je dirais 3-1 pour l'Allemagne. 3-1. Ils vont bien l'Algérie marquer. Julien Pasquet a croisé des supporters français qui seraient ravis de... Ilia Bourvil dans le bossu, il joue passe-poil.